Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast et bonjour Benjamin. Salut Thomas. Alors en préambule, merci à tous ceux qui ont découvert la chaîne récemment, qui se sont abonnés aussi. Alors pour que vous ne soyez pas trop perdus à vous demander pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'image ici, c'est parce que tout simplement on propose plusieurs formats sur la chaîne. Tout d'abord donc ce format podcast où on discute tranquillement de deux films différents, où on cherche à les mettre en parallèle, ou alors on fait l'inverse comme aujourd'hui, où on a deux films très similaires et on va chercher des points de divergence. Après, on a la même chose en version scriptée et face caméra, donc c'est les doubles séances. On a par exemple fait Rogue One et Il faut sauver le soldat Ryan, ou Le Joker et la haine plus récemment. Et enfin, le format qui vous plaît le plus et qui nous demande aussi le plus de travail, Oui. c'est le format anthologie, où on prend l'ensemble des films d'une saga pour les comparer entre eux. Et on l'a fait avec Mad Max et plus récemment avec Indiana Jones. Et on essaye d'alterner entre ces trois formats sur une fréquence de 2 à 3 semaines, et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On va essayer de continuer un petit peu sur ce rythme. Ouais. Et en tout cas, aujourd'hui, on va voir une bataille lunaire, Une tempête martienne, un singe tueur, et un café bien mérité. deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup, mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films. Alors pour cet épisode, je voulais absolument parler de science-fiction, mais une science-fiction assez froide pour changer un petit peu, et en particulier de Ad Astra, qui est un film qui me plaît beaucoup, qui m'avait vraiment marqué quand je l'avais vu en salle, pour vraiment son ambiance sonore et visuelle absolument sublime. Et je savais pas trop avec quel film le comparer. D'abord j'ai pensé à Gravity, Apollo 13, Interstellar, pourquoi pas. Mais en cherchant un petit peu sur les thématiques de ce film, notamment tout l'aspect solitude, c'est Seul sur Mars qui m'est apparu un petit peu comme une évidence. Et donc, Benjamin, Oui. de quoi ça parle, Seul sur Mars? Alors, dans Seul sur Mars, évidemment, ça commence sur Mars. Waouh! Il y a une expédition et un groupe d'astronautes doit évacuer la planète en urgence à cause d'une tempête. Sauf que Mark Whitney, qui est incarné par Matt Damon, il est percuté par des débris et il est laissé pour mort par ses coéquipiers parce que forcément il voit rien, il n'y a plus de communication. Sauf que Mark il a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète hostile avec des rations limitées et sans aucun contact possible avec la NASA. Mais vu que Mark c'est un botaniste expérimenté, il va pouvoir faire appel à son intelligence et à son ingéniosité pour tenter de survivre et de trouver un moyen de contacter la Terre en espérant y retourner un jour. Et oui, ça reste le but. Le mec Oui. il va pas rester sur Mars toute Non. sa vie. Un peu chiant quand même. Et du coup, c'est un film que tu as découvert. C'est ça, Ad Astra et Seul sur Mars, je les avais jamais vus. Ouais, Et là, ça faisait quelques temps qu'ils traînaient dans ma liste sur Disney+. bah oui. Bon, du coup, c'était l'occasion de les voir et de les découvrir. Toi qui en plus est quand même un fan de Alien de Ridley Scott. Oui. Après, Et donc- j'aime pas tous ces films, hein, Ridley Scott. Quand il s'attaque à la science-fiction, il y a jamais de raté. Mais on en parlera un jour si on fait un Peut-être, épisode sur Alien. Mais ouais, voilà, on va dire que c'était... c'est son plus gros carton, je crois, Ridley Scott, Seul sur Mars. Peut-être son Il a- plus gros budget aussi. Non, c'est pas son plus gros budget, Non. mais c'est son plus gros carton. Genre, il a fait 660 millions, je crois, au box-office. C'est vrai que c'est un film qui avait beaucoup marqué au moment où il était sorti en salle. Tout le monde était un peu allé le voir, et tant mieux. Visiblement, les films où Matt Damon est coincé sur une planète et il faut aller le sauver, ça marche bien au cinéma. Franchement, je trouve que c'est un film qui est très agréable à regarder, qui se regarde vraiment tout seul. C'est ouais. très feel good surtout, Mhm. et c'est assez marrant à pas mal de moments, puisque Marc, malgré le fait qu'il soit coincé aux portes avec la mort, finalement, Il le prend un peu à la légère. ça va. Ça, on y reviendra après, mais justement, ça manquait peut-être un peu de... Ça Ouais. vient un peu à la fin. Oui. On en reparlera après, mais Bien où sûr. on sent un peu la pression du truc. Et c'est vrai que tu te dis, oui, quand même, C'est... t'es pas coincé sur une île. Je
pas combien de kilomètres, quoi. Ouais, ça prend un peu son inspiration du côté de Seul au monde, Ouais, forcément. c'est la version extrême. C'est la version science-fiction. Mhm. Ça rappelle un petit peu la Planète au trésor, le film de Disney, Ouh, ah dans, oui, oui, dans oui. le sens où c'est l'île au trésor, Mhm. mais en version science-fiction. Ah oui, Et j'aime bien cette idée de prendre une histoire qui existe déjà et de le mettre dans un contexte SF. Et je trouve que le film le fait plutôt bien, oui. Mhm. en l'occurrence. Le deuxième film dont on va parler, c'est donc Ad Astra. Voilà. De quoi ça parle ? Ça parle d'une mission de réparation en haute altitude où on suit Rock McBride et ses collègues qui vont être victimes d'une espèce de décharge violente et de nature inconnue qui provient des confins de notre système solaire. Roy McBride, c'est donc un personnage qui est stoïque et pragmatique, c'est le candidat parfait pour la mission de destruction de cette anomalie qui aurait un lien avec le projet Lima qu'a mené son père il y a des années. Il va embarquer dans une odyssée spatiale à travers le système solaire où de multiples dangers l'attendent, dont le plus important est sa solitude. Et donc tu l'as découvert également pour cet épisode un Voilà. peu plus mitigé sur celui-ci. Ouais, parce qu'à Astra, j'avais vu plein de gens qui louaient le film, et notamment sur sa plastique, Ah parce que oui. c'est très joli, ça, c'est vrai, c'est un très joli film. Mais, en le voyant, je me suis dit, la fin est très cool, Ouais. mais le reste du film, ouais, on se fait un peu chier, quoi. Enfin, c'est très réducteur, évidemment, je vais développer, mais je me suis pas senti trop transporté. Notamment, j'ai l'impression que le film est un peu lourdingue sur certains trucs, notamment l'ajout de la voix off. Ouais, ça Alors, c'est un je sais truc que où je c'est- t'avais un peu spoilé sur Ouais, le voilà. fait que la voix off était relou. Je sais que c'est pas la volonté du réal, donc de James Gray, Ouais. que c'est plus une décision de studio, mais ça gâche un peu le film parce que ça explicite des trucs qui sont évidents ou alors inutiles de préciser, quoi. Ouais, en fait, le film il est sorti dans un contexte un peu compliqué où Disney venait de racheter la Fox. Mhm. Et donc, ils ont un petit peu mis leur grain de sel en mode ouais, mais je suis pas sûr qu'on comprenne bien le film, alors que quand même, le réalisateur, j'ai oublié son nom, James Gray. James Gray, il avait quand même suffisamment bien travaillé ses images pour que tout soit compréhensible sans Oui. avoir besoin d'une voix off qui te dit je pense que ce personnage a peur. Oui, bon, ça se voit quand même. Hein. Il explicite beaucoup de choses, c'est sûr. Mais au-delà de ça, c'est quand même un film qui est très contemplatif, Mhm. qui nous offre quand même des paysages assez magnifiques, notamment toute la partie où il va complètement traverser le système solaire, Brad Pitt, puisque le personnage principal est joué par Brad Pitt, je sais pas si je l'ai précisé. Non. Donc on a bien deux films qui prennent leur départ par une catastrophe qui C'est va ça. les séparer du reste de leur groupe, et, Mhm. même si avec Roy McBride de Ad Astra, ça va prendre plus de temps, où il va trouver de nouvelles équipes et se séparer, mais dans tous les cas, à la fin, ils finissent seuls à un moment donné, à devoir errer comme ça, dans leur milieu. C'est quand même deux films aussi qui piochent leur inspiration beaucoup du côté de 2001, Odyssée de l'espace, de Kubrick, notamment avec cette ouverture, où dans Seul sur Mars, on a un lever de soleil sur la Sur- planète Mars, ouais. pour le coup, contrairement à Ad Astra qui cite de manière beaucoup plus littérale avec le lever de soleil sur la Terre, et notamment avec le visage de Brad Pitt dans une bulle bleue, pour ceux qui ont vu 2001, vous avez bien sûr la référence. Et donc le film s'ouvre avec ces travailleurs, il y en a qui sont en mission sur Mars pour essayer de la coloniser, d'autres qui sont dans la haute atmosphère de la Terre pour réparer des antennes, on ne sait pas trop à quoi elles servent, mais ils sont là pour les réparer. La différence la plus marquante, je pense, entre Roy et Mark, c'est que Roy est très important dans cette scène, c'est Mhm. lui qu'on suit, alors que Mark, il est en fond. C'est vraiment C'est un ça. personnage un peu caché au début. Surtout qu'en plus, l'équipe de l'équipe de la NASA dans Seul sur Mars, elle est composée de plusieurs stars. Il y a Jessica Chastain, il y a Sebastian Stan. Donc au début, bon, le film, tu sais que ça va être Matt Damon le héros. Oui. On va dire que si tu n'as aucune connaissance du film, parce qu'il y a que sa gueule sur l'affiche, tu sais pas forcément qui va être le plus important. Ouais. Et surtout, vu que tout le monde pense qu'il est mort, tu peux te dire, ah, bon, ok, peut-être qu'il y en a un autre qui va mourir et tout. C'est un parmi d'autres, quoi. Et Surtout en plus, il est botaniste, donc c'est pas forcément le poste le plus crucial, tu vois, c'est pas le pilote, c'est pas le... C'est précisé au début qu'il est botaniste. non, il le dit après. Ouais. Justement, au début, on sait pas trop qui est qui non plus. On comprend vite fait que Jessica Chastain, c'est C'est la chef. la chef, mais après le reste, on n'a pas plus d'indications, quoi. Justement, on le découvre au fur et à mesure du film. Et ça rappelle un petit peu ce qu'avait fait justement Scott sur Alien, dans Mhm. cette idée d'avoir
un personnage principal qui au début est caché, qui se fond dans la masse. C'est ça, de Ripley et qui s'affirme à cause des événements du film, quoi. Là où Seul sur Mars se démarque, c'est notamment le nombre de personnages secondaires qui gravitent autour de Matt Damon, mais littéralement, mais surtout leur importance, parce que à chaque fois dans Ad Astra, les personnages que croise Brad Pitt, ils sont que de passage, ils sont pas spécialement développés, ils traversent en fait ces situations, ces personnages en fait, c'est que des silhouettes vers son objectif, ce qui rend le film très austère quand même. Alors que dans Seul sur Mars, on a les points de vue de l'équipe qui est dans le vaisseau, le point de vue de Matt Damon, et ensuite le point de vue de tous les gens qui sont sur Terre à la NASA. Donc c'est un point de vue extérieur, contrairement à Ad Astra où on suit toujours Brad Pitt. Ouais. Et forcément, ça rend le film beaucoup plus vivant, beaucoup plus organique, on va dire. Parce que ça joue beaucoup sur le rythme, sur les ping-pong entre les différentes personnes. Quand t'as Matt Damon qui fait une découverte, les mecs à la NASA s'en rendent compte, ils se disent « Ah, peut-être qu'on a une piste pour le contacter, machin chouette ». Donc c'est... comme tu l'as dit au début, c'est un film qui est beaucoup plus vivant. Ouais. Et ce que tu évoques, c'est aussi le montage qui est très différent entre les films. Ouais. Dans Seul sur Mars, on a un montage très rapide, assez dynamique. On a Classique, ouais. plusieurs séquences de time-lapse même, avec les montages alternés avec Mark qui essaie de réparer son rover, les autres qui reconstituent la manipulation sur Terre pour essayer de l'aider une fois qu'ils ont réussi à se mettre en contact. D'ailleurs, ça c'est très bizarre parce qu'au début, les seuls timelapses qu'on voit, c'est quand c'est fait par le point de vue des caméras de surveillance, enfin les GoPro qu'il y a dans la station sur Mars. Ouais. Du coup, tu te dis, ah ok, vu qu'on visionne des images sur une caméra dans le film, pourquoi pas il y a un timelapse. Mais après, t'as des timelapses sur Terre, mais avec le point de vue du film, quoi. C'est pas via une caméra, et ça fait très bizarre en fait. Oui. Tu te dis, ah non, ça casse un peu le truc, quoi. Ils auraient dû garder ce gimmick de la caméra, parce qu'ils auraient pu juste mettre une caméra dans le labo, tu sais, pour montrer comment ils font, et garder ce parallèle entre les GoPro sur Mars et les caméras dans les labos, tu vois. Et donc, je trouve que là, ça cassait un peu le truc, pour le coup. C'est un des rares reproches que je peux faire au montage du film. Sinon, ça reste très efficace. Mais du coup, Ridley Scott, c'est quelqu'un qui gère très bien son rythme. Oui. Il le montre de manière très efficace. Alors, juste petite pause pour vous dire que si vous entendez un petit peu de pluie en fond, c'est normal, c'est parce qu'on enregistre dans mon appart sous une pluie diluvienne. Ouais. Et qu'on espère que ça s'entend pas trop dans le résultat final. Ouais, c'est pour renforcer le côté chill, vous écoutez ça, les yeux fermés. Ça fait un petit peu d'ASMR, ouais. Voilà, il n'y avait pas à l'intégrer au montage, tu vois, c'est en live. À propos d'ambiance, la musique de Seul sur Mars, c'est beaucoup de musique disco. La transition de fou. Ouais, c'est vrai, oui. Alors que dans Seul sur Mars, dans Ad Astra, c'est une musique très planante aussi, très posée, qui rappelle encore une fois 2001 évidemment avec ses musiques classiques pour le coup. Dire que Seul sur Mars, c'est beaucoup plus axé sur l'aspect survie, pur et dur. De comment il arrive, enfin il dit, j'ai tant de nourriture, je peux tenir tant de jours. Si il y a une dépressurisation d'oxygène, je suis mort. Si se passe ça, je suis mort, etc. Et du coup, le truc, c'est il trouve des patates. Ok, est-ce que je peux arriver à cultiver? Ok, je peux choper de la terre. Je peux récupérer les excréments de l'équipe pour en faire de l'engrais. Mais il me faut un truc pour humidifier la terre. Du coup, il construit un appareil, tout ça. Il y a un vrai plaisir à suivre ce personnage parce que vu qu'il est botaniste, il sait comment ça marche, tout ça, il est très ingénieux, et il apprend aussi sur le tas pour certains autres trucs. Par exemple, comment se servir du rover, de certaines machines qui ne manipulent pas d'habitude. Mais c'est un vrai côté science-fiction de comment est-ce qu'on colonise la planète, comment est-ce qu'on apprend à vivre sur une planète qui est absolument hostile. Et pour le coup, je sais pas si c'est vraiment parfaitement faisable ce qu'il fait actuellement, enfin ce qu'il fait dans le film. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement crédible. Oui, voilà. Quand on le regarde, on se dit oui, effectivement, ça paraît pas déconnant. Ce qui est le plus important dans un film, c'est pas que ce soit réaliste à 100%, mais plus que ce soit crédible. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses aussi où on se dit ça fait sens. Le fait qu'il puisse pas se déplacer à l'infini avec son rover, la latence des communications. Dans Ad Astra, on a aussi cette volonté de réalisme. Alors, on est quand même beaucoup plus avancé dans le futur au niveau de Ad Astra. D'ailleurs, on n'a pas la NASA, on a Spacecom à la place, mais tout ce qui est voyage commercial vers la Lune, par exemple,
qui fait très voyage banal. Mhm. C'est pas très glamour, ça a l'air extrêmement cher quand il demande une couverture et que c'est 135 euros s'il vous plaît. Et on a beaucoup de décors très différents. Mhm. Alors la Terre, on voit tout ce qui est en haute altitude, on n'en voit pas vraiment beaucoup ailleurs. Non. La Lune, c'est un côté très cyberpunk. La Lune est entièrement habitée, entièrement colonisée. Il y a même des pirates, enfin, c'est un Ouais. lieu de conflit, quoi. C'est pas du tout paisible. Ouais, c'est vrai que le film, quand même, il s'attarde pas énormément là-dessus. Et Mhm. c'est quand même très riche, l'univers qu'il construit. Et Mars, à l'inverse, est construite entièrement en sous-sol. Mhm. Il n'y a aucune installation extérieure à part pour atterrir. Et ouais, ça rappelle pas mal la série Apple TV For All Mankind. J'ai pas regardé, mais. Qui part justement pour la colonisation de la Lune, puis la colonisation de Mars, Hmm. et où tu as vraiment plusieurs univers différents sur chaque planète, quoi. Oui, ou comme dans Total Recall, où il y a une grosse partie en souterrain. Tu dis ça parce qu'on l'a vu l'autre jour au cinéma. Exactement. Exactement. Oui, c'est vrai, ça rappelle un peu ça. Par contre, il y a un point, auquel les deux ils se rejoignent, sur lequel les deux ils se rejoignent, pardon. C'est qu'à un moment donné, il se transforme en super-héros. Donc, dans Ad Astra, Brad Pitt nous fait une Captain America. Dans Seul sur Mars, on a droit à Iron Man. C'est ça. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, ça se passe vraiment à la fin du film, Mhm. quand Matt Damon décolle finalement pour rejoindre le Hermès. L'Hermès qui est le vaisseau qui est censé oui. les récupérer dans l'espace. Voilà, depuis c'est le Mars. vaisseau de Jessica Chastain qui a fait Voilà. demi-tour pour venir le récupérer. Et sauf que ils n'arrivent pas à rentrer en contact et du coup il s'éjecte de sa cabine et il perce un trou, il fait Iron Man comme il peut pour y arriver. Voilà, parce que le fait de dépressuriser sa combinaison au niveau de la main, ça lui permet de gagner de la vitesse. Et du coup, il se déplace un peu comme Iron Man. Enfin, vous voyez avec les. C'est avec beaucoup moins de maîtrise tout de même. Non. Et pareil, Brad Pitt il nous fait une Captain America, c'est-à-dire qu'il doit rejoindre son vaisseau et il doit passer à travers les astéroïdes autour de Uranus. Et il a un bouclier pour parer les coups, ce qui n'est absolument pas réaliste, mais c'est cool. Et en soi, ça passe. Voilà. Mais bon, blague à part, c'est un des rares trucs où justement ces deux films se ressemblent Ouais. vraiment, quoi. Je m'attendais pas justement à ce qu'ils soient aussi différents sur plein de sujets. Alors, un sujet qu'ils ont aussi en commun, c'est le refus de l'autorité, par exemple. C'est vrai. Puisque dans Seul sur Mars, il y a ce personnage qui travaille à la NASA qui décide d'envoyer la mission au vaisseau Hermès, comme quoi ils peuvent faire demi-tour avec telle manip pour atteindre Mars, contrairement aux directives du directeur de la NASA qui lui est absolument contre. Mais qui préfère risquer la vie juste de Matt Damon plutôt que celle de tout l'équipage. Ouais. Ce qui peut se comprendre, en vrai, c'est ça qui est bien dans le film, c'est que même le directeur de la CIA, techniquement, il a un rôle d'antagoniste. De la NASA. J'ai dit quoi? La CIA. CIA. Ah oui. Tu peux te dire qu'il a un peu le rôle d'antagoniste, mais en soi, toutes ces considérations sont plutôt légitimes, en fait. Oui, bien sûr, c'est un choix qui est assez compliqué. C'est le fameux dilemme du train, enfin plus ou moins. Oui, du tramway, ouais. Ouais. Et en fait, ça joue parce qu'ils disent, en fait, on a moins de chances de sauver Matt Damon si on envoie juste du ravitaillement, Ouais. alors que si on renvoie le vaisseau avec de le Hermès, on a plus de chances de le sauver. Mais techniquement, si on perd, on peut perdre tout l'équipage, quoi. C'est un peu qui tout double. Voilà, c'est un peu qui tout double. Sauf que le truc qui rentre en compte aussi, c'est que Matt Damon, forcément, toute la Terre est au courant qu'il est coincé. C'est devenu un peu c'est devenu une personne très importante. Les gens attendent son retour. Et il y a toute une question d'image, en fait. Oui. De s'il meurt sur Mars. À un moment, ils en parlent. Ils disent ouais, on peut pas relancer directement une mission parce que les gens ils vont voir le cadavre de Matt Damon sur Mars. Alors que si on attend un an ou deux, il sera recouvert par voilà, le par le sable, sable et ça passe, tu vois. Donc il y a un peu ce truc de. Il y a l'image, il y a l'importance de la vie elle-même. Enfin, c'est plutôt réaliste pour le coup. Ouais. C'est crédible. Et après, dans tous les cas, la décision revient à l'équipage du Exact. Hermès de décider ou pas d'y aller. Mhm. Et par rapport à Ad Astra, une fois que Roy a fini sa mission, qui est juste d'aller sur Mars et d'essayer de prendre contact avec Tommy Lee Jones qui joue son père qui est dans le vaisseau autour d'Uranus, il est censé rentrer chez lui, mais non, il décide de continuer, enfin de prendre part à la mission qui va détruire le vaisseau autour C'est ça. Ils d'Uranus. se sont dit bon, le message radio ça n'a pas marché. Maintenant. Voilà, maintenant on prend une nouvelle décision. Mm. Et d'ailleurs, il y a un petit peu une autre forme de trahison, puisque l'équipage qui part vers Uranus, c'est l'équipage qui l'avait amené sur Mars, Oui. d'ailleurs. Et cet équipage où
Lui, il est techniquement leur supérieur hiérarchique. Oui. Et sauf que s'il voulait prendre les commandes du vaisseau, il était obligé de révéler sa mission, Ce qu'il ne peut pas faire. ce qu'il n'avait pas fait. Alors qu'on comprend qu'ils étaient quand même au courant, quoi qu'il arrive, de sa mission, finalement. Petite trahison. Matt Damon, Brad Pitt, deux énormes stars, Oui. amis dans la vraie vie. Dans combien de films ils ont joué ensemble? Aïe, aïe, aïe. Alors, ils ont joué dans 6 films ensemble. Mais Ok. lesquels? Putain, tu sais qu'en gros, tu m'aurais dit genre Matt Damon et un autre acteur, tu sais, mais là, attends, avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt, il y en a... Enfin, c'est compliqué. Il y en a 3 assez faciles. 3, c'est tricky. Je t'aiderai. Mais 3 faciles. C'est une trilogie. Ah, bah c'est Ocean's Eleven. Eh Eh oui. oui, putain, je suis con. En plus, je les ai vus il y a pas longtemps. Enfin, j'ai vu le premier il y a pas longtemps. Oui, Ocean's Eleven, donc allez, déjà, j'ai fait la moitié. Et en fait, c'est... Il y a plein de trucs genre Entretien avec un vampire. Ah non, c'est Tom Cruise. Non, mais... Alors, c'est un peu dans le style. C'est un Ok. film de George Clooney. Ouais, Où en fait, de ce que j'ai compris, ils font un caméo à un moment donné où ils jouent 2 avocats. d'accord. Ça s'appelle Confession d'un homme dangereux. Celui-ci, impossible à trouver. C'est un D'accord. caméo. Et en fait, les 2 autres, c'est aussi que des caméos. Il y en a... Ah, Et les 2, c'est des suites d'autres films. ah oui, d'accord. Donc, il y en a un, film super-héroïque. Tu peux peut-être le trouver. C'est Thor. Non. Non. C'est chez Marvel. Mais Thor. Non. Parce que je sais que Matt Damon, il joue dans Thor. Parce Ouais. qu'il joue un acteur qui joue Thor dans une pièce de théâtre. Non, mais c'est une anecdote en plus autour de Brad Pitt Ah, qui ah, joue dans ah, ce oui. film. Alors, je sais que Brad Pitt, il est dans Deadpool 2. Ouais, bah c'est Deadpool 2. Et Matt Damon, il joue quoi dans Deadpool 2? Alors, il me semble, quand il y a Cable qui arrive sur Terre en mode Terminator. Ah oui, il joue un bouseux là, avec Oui, son van et tout. Oui, qui est exactement. maquillé avec de. Ah oui, ouais, ben voilà, oui, je m'en rappelle. Maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Le 6e film, c'est Happy Feet 2. Ouais, mais d'accord. Où, effectivement, il joue des personnages Enfin, il double des personnages. quoi. Tu sais, tu m'aurais dit, tu sais, Al Pacino et je sais pas, Robert De Niro, tu peux dire, ouais, Hit et tout, The Irishman. Et là, Matt Damon et Brad Pitt. Oh bah, Happy Feet 2. Réalisé par George Miller, non, peut-être. Oui, c'est George Miller. Le 2, il a fait, ouais, ok. Ça aussi, George Miller, il passe de Mad Max à Happy Feet. Ah, Babe. Ah, aussi. Babe, moi aussi, attention. Bref. Ouais. Ok. Mais effectivement, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, alors que Non. on pourrait se dire, merde. Et alors, par rapport à un de tes films préférés aussi, Les Incorruptibles. Non, pas Les Les Incorruptibles. Infiltrés. Les Infiltrés. The Departed. The Departed. Departed, horrible. Ouais. Il me semble qu'on avait proposé à Brad Pitt le rôle de Matt Damon D'accord. et qu'il avait refusé. Qui aurait pu faire que c'était la première fois qu'on voyait DiCaprio et Brad Pitt à l'écran. Mais non. Et ça ne sera pas le cas. Super film, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. alors, c'est un Les film très- Infiltrés, Martin Scorsese. C'est ça, il y a Jack Nicholson aussi, il y a Mark Wahlberg, Martin Sheen, bref. Film de fou. Pour en revenir à la raison pour laquelle je voulais parler de ces 2 films en particulier, c'était pour leur aspect solitude, cette thématique qu'ils ont en commun, la gestion de la solitude. Dans Ad Astra, elle est forcée, puisqu'il doit passer plusieurs mois seul, enfermé dans cette fusée, avant d'arriver sur Uranus, où il remet en question toute sa vie, où il revisionne des enregistrements. Et surtout, il y est forcé parce qu'à la base, il voulait embarquer avec l'équipe, Oui. sauf que ils ont reçu pour ordre de le tuer. Ouais, bah il s'est défendu quoi. Ici, ben voilà, légitime défense. La boulette, Dans Seul sur Mars, ben, il doit s'occuper. j'en avais parlé au début. Alors il tient son journal de bord, Ouais, et le fait qu'il essaie de rester optimiste et tout, tu dis oui, c'est normal, c'est une bonne façon de pas trop céder au désespoir ou à la folie. Mais surtout que moi au début du film, tu sais, il a pas l'air trop déphasé. Mais je me suis dit, ah, c'est surtout parce qu'il est blessé, tu sais, il s'est pris un truc dans son armure, enfin dans sa combinaison, tu dis ok, bon, il y pense après, tu vois. Mais pendant tout le film, il prend le truc en mode, bah ok, c'est important, faut pas que je crève et tout. Mais il y a pas un moment où presque, tu sais, ça le submerge le côté, ah putain, je vais peut-être crever, tu vois. Et ça ne vient qu'à la fin, juste avant qu'il décolle de Mars, justement, où là, il se met presque à pleurer en mode, ah ouais, putain, c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et j'aurais bien aimé voir ça, peut-être à d'autres moments du film, au-delà de parce que, ça, parce que Matt Damon le joue très bien, quoi. au-delà de ça, il y a que à ce moment-là où il craque, où on le voit aussi nu, avec vraiment où il a la peau sur les os, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'après plusieurs mois, du coup, forcément, il a fondu. Et c'est bien fait parce que la plupart des plans, en fait, on voit pas sa tête, on voit son corps. Et du coup, tu peux voir que c'est une doublure, mais c'est bien fait parce que, genre, je sais pas, il se met une serviette sur la tête Ouais. parce qu'il sort de la douche, ou alors c'est un plan de dos, etc. Et le moment où, justement, où tu vois son corps maigre et la tête de Matt Damon, ça se voit un tout petit peu, mais vraiment, si tu sais comment ils font,
où tu vois que ils ont rajouté sa tête sur une doublure. Un peu comme ils ont fait pour Captain America. C'est vrai. Et, Mais c'est bien fait, je dis pas que c'est mal fait, c'est juste que... Ouais, pareil, Si tu le sais, tu le vois un peu, mais... Donc l'aspect psychologique, la faim, la Mhm. fatigue aussi, Oui. il y a que durant la scène de fin où il y a vite fait un plan où on voit qu'il ressent de la fatigue. Mhm. Mais c'est un truc qui est pas du tout exploré dans le reste du film. Non. Et c'est un truc qui m'avait vraiment surpris quand je l'ai vu en Ouais. salle de me dire, bah attends, quand même, ok, c'est un astronaute, il est surentraîné, il est prêt à gérer ce genre de truc. Enfin, personne n'est prêt à gérer ça. Oui. Mais lui, il le gère quand même très bien. Il le vit très bien. Oui, surtout qu'en plus, enfin, je veux dire, il mange, mais il se rationne un peu quand même. Il a pas de salle de sport ou tout ça. Bon, surtout qu'on le voit pas faire de sport dans le film. Non. Tu aurais pu dire, ah, je fais de la course ou je fais des pompes ou je sais pas quoi. Donc c'est marrant qu'il y ait vraiment ce côté, et il reste en forme pendant genre des mois et des mois. Il y a une ellipse, et là il est tout maigre. Au bout du Mais 466e jour, C'est ça. finalement, c'est un peu dur. Après, on peut le prendre aussi comme une contrainte technique, ce qui fait que d'avoir eu un Matt Damon aussi maigre pendant tout le tournage, ça aurait été chiant à faire en termes d'effets spéciaux, je sais pas. Ça Mais, peut. mais c'est vrai que ça, c'est un peu sec comme transition. Mais c'est plus marquant aussi. Alors qu'à l'inverse, l'aspect psychologique dans Ad Astra, il est vraiment au cœur du film. Ouais. C'est-à-dire qu'on commence aussi par ça, il a beaucoup d'entretiens avec une machine en plus, c'est un peu avec une IA, Oui. d'entretiens psychologiques pour vérifier que il tient toujours bon, quoi. Ça fait un peu penser au test du répliquant dans Blade Oui. Runner 2049. C'est un à peu chaque ça. fois qu'il revient d'une mission. C'est vérifier, est-ce que tu es toujours un robot Oui, c'est un peu Ouais. ça. Brad Pitt, c'est un peu un robot dans ce film. Ouais, Il a un pragmatisme qui est vraiment à toute épreuve Mm. et qui finit par lui peser. C'est-à-dire que au début, ça va, on a vraiment l'impression que ça fait partie de lui. D'ailleurs, cette scène qui est complètement folle où il tombe dans le vide et où il communique je pars en spin, je vais peut-être m'évanouir. Mm. C'est un pragmatisme quand pas de même panique. dingue. Ouais. Ce qui fait qu'il est un peu, pas antipathique, mais il est un peu impassible face aux gens. Aussi, on comprend pourquoi avec sa femme ça le fait pas. Ouais. Pauvre Liv Tyler qui doit avoir 2 lignes de dialogue dans le film. Mais Elle en avait un peu plus dans une scène coupée, ah, ça a été. mais qui a été coupée. Ah bah oui. Les seuls personnages vraiment notables en fait, c'est Roy et son père, Ouais. donc Tommy Lee Jones. Et Donald Sutherland, un petit peu. Petite apparition, Ouais, c'est vrai. mais Ah, elle est là. il Bah, fait c'est voilà, plaisir. c'est ça. On va dire il y a lui en 3ème place, mais bon, vas-y. La gueule de la 3ème place, quoi. Mais tu sais à quoi il me faisait penser le père, justement, enfin, Tommy Lee Jones dans le film. Au gars de Men in Black. Ouais, et à double face dans Batman Forever. C'est fou. non, non, il me fait beaucoup penser à... Enfin, il me donnait une vibe qui me faisait beaucoup penser à Sunshine, Oui, que j'ai vu il y a pas longtemps. Incroyable film. oui, Film de Danny Boyle, Oui. même qui a fait 28 jours plus tard, dont on a parlé Oui. il y a pas longtemps. Incroyable. Je sais pas si tu l'as vu, Sunshine. ouais. Pouah, trop cool. Mais il y a ce côté, c'est vraiment sinistre de l'espace, le côté résigné, où il dit, en fait, il y a que les humains dans la galaxie. Ouais. Donc, Oui, parce qu'à la base, le projet Lima, c'était pour essayer de voir s'il y avait d'autres formes de vie C'est ça. dans l'univers. Ouais. Et au final, il n'y a pas, ça a foutu la merde dans son équipe, il y a eu une mutinerie, ça a causé des dégâts aux installations, et c'est pour ça, c'est à cause de ces installations défectueuses, qu'il y a les ondes de choc qui se répartissent jusqu'à la Terre. On l'a pas précisé, mais voilà. Et ce côté très résigné de... En fait, j'en ai plus rien à foutre, je suis dans l'espace à attendre la mort, tu vois. Il y a ce côté un peu dans Sunshine où, justement, quand les personnages donc, du vaisseau découvrent l'épave de l'ancienne expédition, je vais pas en dire plus pour pas spoiler Sunshine à ceux qui n'ont pas vu. Vraiment, regardez-le. Voilà. Hors sujet, mais... Excellent film. Ouais. Et le personnage de Brad Pitt, ça, il explique dans les making-of, c'est Mhm. un personnage schizoïde. D'accord. Schizoïde qui a les mêmes racines que la schizophrénie, en fait. Ça veut dire qu'il est partagé entre deux personnalités. Son pragmatisme lui pèse énormément Mhm. et il a plus envie d'être ça. Il a envie d'être humain, un peu, D'accord. finalement, et de pouvoir se donner le droit de ressentir des émotions, ce qu'il n'arrive pas à faire. Et c'est un peu ce que tirent les personnages de l'expérience qu'ils ont vécue au final. C'est-à-dire que la morale de Ad Astra, c'est un petit peu mieux vaut rester chez soi Mhm. et profiter de la vie tranquillement plutôt que d'aller s'aventurer aux confins de l'espace où il ne se passe rien. Rien du C'est un tout. peu la même morale aussi que le film First Man
de Damien Chazelle, où toute sa vie se bâtit autour de cette idée d'aller sur la Lune, et au final, pourquoi faire ? Pas grand-chose. D'ailleurs, Ad Astra ferait un très bon film de Damien Chazelle, dans cette idée de tout sacrifier pour sa vie, ce qui provoque sa propre destruction, qui est la thématique de tous les films de Damien Chazelle. Oui. Et Ad Astra pourrait s'inscrire là-dedans aussi. Dans Seul sur Mars, on reste dans cette idée de positivité, à toute épreuve aussi, qui est de partager son expérience à tout le monde, en rigolant un petit peu sur ce qui a pu se passer pendant la mission, alors que a priori il devrait en garder quand même quelques séquelles. Oui. Genre son père qui est mort. Son père qui est mort ? Pardon, je confonds avec. Non, tu confonds avec Ad Astra. Oui. Dans Ad Astra, il y a tout cet aspect reconstruction quand même. Alors que finalement, Seul sur Mars, t'as pas l'impression qu'il a été tant détruit que ça, le personnage. Non. Mais en plus, Seul sur Mars, j'aime pas trop la fin. Enfin, je trouve que c'est bizarre en fait. C'est-à-dire que t'as la scène où justement tu le vois sur Terre, où il est sur un banc devant une université, où t'as les gens qui passent qui font Bonjour monsieur. Bonjour. Moi je pensais que ça allait s'arrêter là. Toi tu dis oui, bon, c'est bon, il s'est réadapté, les gens le respectent, il a une vie plus tranquille, tout ça. C'est un peu une légende locale. Ouais, quoi. voilà. Ça, enfin, plus que local là pour le coup. Oui. Et en fait, après, t'as la scène où il est en cours et il dit ouais, l'espace c'est dangereux, attention. Et ça finit sur ça, tu dis ouais, bon, ok, quel intérêt de. Et oui, j'ai fait lancer des patates avec mon caca. Tu sais, c'est pas comme s'il sortait une punchline de fou, ou qu'on lui posait une question, il dit ah, ça remet un peu. Non, c'est juste, il dit bon, ben voilà, bonjour, bienvenue. Oui, bon, d'accord. Ça aurait été bien de terminer le film, pour le coup, 3 minutes avant, quoi. Je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais. Non, enfin, ouais, un petit peu, mais ça va. C'est pas honteux comme fin non plus. C'est une conclusion très douce, on va dire, très... Je pinaille, hein. Ouais, qui donne un peu d'espoir. Pour Ad Astra, ce qu'ils expliquent aussi dans les making-of, c'est que il y a pas mal de personnes qui auraient pu s'attendre, enfin dans ce genre de film, ce qu'ils appellent ce genre de film, c'est à la 2001 Interstellar un peu, on peut s'attendre à une fin qui sorte complètement du réel, qui aille vraiment à fond dans la science-fiction, et eux au contraire ils ont décidé de garder une histoire très premier degré. En même temps, ce que racontait le film jusque-là, ça se prêtait pas forcément, il n'y avait pas d'éléments qui incitaient à ça. Peut-être que l'origine des explosions aurait pu conduire à ça, mais au final on trouve une explication qui est plutôt cohérente, rationnelle quoi. Ouais. Donc non, c'est vrai que pour le coup ça a une fin plus douce, même pas amère. On a l'impression que le personnage il est en paix finalement, que justement il a pu faire la paix avec son père, puisque il a perdu il y a bien des années sans savoir pourquoi, et au final il a trouvé une explication, il a voulu le sauver, lui n'a pas voulu, et finalement respecte la décision. Voilà, et tout se finit plutôt bien, c'est très agréable. Alors pour faire un bilan de ces deux films, on a deux films qui sont construits un petit peu de la même manière, avec cette explosion finalement comme élément perturbateur. On a deux personnages qui se retrouvent seuls, mais qui le gèrent de manière très différente. On a un aspect psychologique beaucoup plus présent chez l'un que chez l'autre, qui compense davantage avec un aspect divertissant plus présent chez l'un. Et plus survie. Et plus survie, bien sûr, il y a tout cet aspect. C'est vrai que la survie, on n'en a pas trop parlé, mais dans Ad Astra, c'est jamais trop remis en question. Non, parce qu'il est toujours dans des infrastructures accompagnées, tout ça. On a quand même une scène qui revient dans les deux films, avec un casque qui se fait briser, et qui est réparé avec du scotch. C'est vrai. Du très bon scotch. Très très bon scotch. Alors, d'ailleurs, le scotch qui réussit à tenir toute une bâche en pleine tempête, ça marche. Écoute, c'est le scotch de la NASA. On n'a pas ça chez nous. C'est du scotch de cinéma. Voilà. Mais non, c'est vrai que le scotch, pour le coup, c'est très présent là-bas. Ça les aide beaucoup. D'ailleurs, la semaine prochaine, on recevra Thomas Pesquet qui viendra nous l'expliquer. Pas du tout. Non. Et aussi sur cet aspect survie, on a un danger qui est très différent dans les deux films. C'est-à-dire que l'espace n'est rarement un danger dans Ad Astra. L'extérieur en lui-même ne l'est pas vraiment, puisque c'est des infrastructures qui sont très sécurisées, colonisées du coup. Par contre, il y a des événements imprévus qui se présentent, c'est-à-dire notamment les pirates sur la Lune, le singe, quand ils vont secourir... un vaisseau médical, ouais. Ça, je t'avoue, je m'y attendais pas du tout. Dans Seul sur Mars, c'est un danger qui est assez différent, puisque évidemment, c'est la planète Mars en elle-même, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir survivre à l'état naturel. C'est les tempêtes de sable, qui d'ailleurs ne sont pas du tout réalistes.
Ah ouais Alors, je suis allé à la Cité de l'Espace, ils nous l'ont très bien expliqué. C'est que à la vitesse à laquelle ça souffle, il n'y a aucun danger. C'est-à-dire que c'est globalement l'équivalent d'un ventilateur. D'accord. Ok. Donc ces tempêtes martiennes n'existent pas dans la vraie vie, mais ça reste crédible dans Oui, le contexte du film. Voilà. Chips. Ouais. Mais par contre, beaucoup des dangers en fait qui surviennent, c'est lié à l'activité humaine. C'est-à-dire les déflagrations, les explosions, c'est parce que c'est lui qui les a provoquées, ou c'est une erreur, ou un trou qui s'est fait quelque part. C'est davantage sa faute à lui, souvent, Oui. s'il y a des soucis. C'est ça, c'est le fait d'avoir été dans l'espace qui rend l'espace dangereux en fait. Ouais, c'est logique, Oui. mais voilà. Oui, non, c'est pas un truc, c'est pas une météorite quoi, tu vois. Tu dis, ah bon, ouais, pas de cul quoi. Donc effectivement, c'est deux films qui se ressemblent beaucoup, qui en vrai n'ont rien à voir. On est bien dans la thématique. Mais oui, après, voilà, pour conclure, on va dire que si vous n'avez pas vu ces films, si vous aimez la SF plus contemplative, un peu plus froide, plus introspective, Ad Astra, ça sera un bon film pour vous, a priori. Sauf si vous n'aimez pas les voix off. Oui, bah la voix off, quoi qu'il arrive, est un défaut. C'est pas grave. Ouais. Mais si vous cherchez une expérience plus divertissante, Ouais. Seul sur Mars est une bonne alternative. Voilà. Et dans tous les cas, les deux se répondent bien. Donc Mhm. pourquoi pas les deux, finalement. Les deux sont sur Disney+, d'ailleurs, si C'est jamais. ça. Et Seul sur Mars est sur Canal aussi. C'est exactement ça. Vous avez donc... Si ce soir, vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Ad Astra sur Netflix et Disney+, Seul sur Mars sur Disney+, et Canal+. Bien évidemment, les deux films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Ciao, bye! Salut!